Nous sommes réunis aujourd'hui pour la deuxième table ronde des rendez-vous de l'inclusion organisée par le réseau GESAT et l'UNAPI. Autour de nous, 4 invités, 4 experts et dirigeants d'organisations pour aborder les questions fortes face aux défis de l'inclusion dans le logement. Valérie Gauthier, d'Estuaire Solidarité, Patrice Tillet, d'Action Logement, Marie-Joëlle Paulet, de l'association Les 100 Arpents, et Hans Oswald, de l'entreprise ICAD. 15 ans après la promulgation de la loi de 2005, 20 mois après la Conférence nationale du handicap du 11 février 2020, qui a abouti à 12 engagements pour améliorer l'inclusion sociale des personnes en situation de handicap, où en est-on en matière d'habitat inclusif? De quoi parle-t-on plus concrètement? Quels sont les chiffres? Quelle est la réalité du vécu des personnes en situation de handicap en matière de logement? Quelles sont les remontées terrain? Que penser du bilan français dressé par l'ONU dans le cadre de la Convention collective aux droits des personnes handicapées? Quels sont les obstacles? Où sont les freins? Comment peut-on améliorer le système français pour une réelle inclusion des personnes en situation de handicap dans le logement? Autant de questions que nous aurons l'occasion d'aborder avec vos témoignages et vos expertises. Alors, pour une première question, j'aimerais vous demander quelle est la façon dont vous appréhendez la question du logement inclusif et de l'inclusion des personnes en situation de handicap dans le cadre de vos activités respectives. Valérie Gauthier, est-ce que vous pouvez nous présenter votre activité et votre position sur la question? Alors, nous sommes une association Solidarité Estuaire qui développons des dispositifs d'hébergement et de logement accompagné pour des personnes en difficulté. Donc, dans ce cadre-là, nous avons développé un dispositif qui s'appelle Silapsi. Ça peut être intéressant de rappeler l'histoire de ce dispositif. Je pense que ça va permettre de mieux comprendre la dimension inclusive de ce dispositif. Ce dispositif part d'un triple constat. Une difficulté d'un bailleur social qui se retrouve avec des personnes en souffrance psychique dans son parc et qui, au regard de la façon dont ces personnes peuvent parfois habiter, se trouve à mettre en place des procédures d'expulsion, ce qui ne le satisfait pas, parce que ça ne résout pas la difficulté des personnes. Le centre hospitalier, les services de psychiatrie qui se retrouvent avec des personnes malades stabilisées, qui sont coincées à l'hôpital, faute de solutions de sortie en termes d'accès au logement, parce que effectivement parfois le handicap psychique peut faire peur. Et puis donc nous, une association d'hébergement-logement qui faisons un peu les mêmes constats que le bailleur, à savoir des personnes qui rencontrent des troubles psychiques et qui, de par la non prise en charge de ces troubles, posent des comportements qui font qu'on arrivait à mettre fin à cet hébergement. L'idée étant de se dire comment, dans une dimension plus inclusive, nous arrivons à mieux coopérer, à travailler ensemble pour mieux répondre aux besoins de ces personnes-là. Donc c'est vrai que notre dimension inclusive, en tout cas du logement, elle passe pour nous, en tout cas, sur accompagner les personnes sur le choix du bon logement. Voilà, je sais pas, on y reviendra peut-être plus tard. C'est important que le logement ne soit pas un logement plaqué, mais bien le logement où une personne puisse se sentir bien, sécurisée. Hein. C'est aussi la dimension pour nous de l'habitat inclusif, de comment on s'inclut dans la cité, comment on s'inclut dans son quartier au-delà du logement, et puis comment les acteurs coopèrent pour mieux répondre aussi aux besoins des personnes. On est vraiment axé sur une stratégie axée rétablissement. Donc comment on va travailler avec les compétences de la personne et travailler avec elle pour pouvoir, en tout cas, venir combler les difficultés qu'elles peuvent avoir. Alors, à vos côtés, Patrice Tillet, vous représentez Action Logement, très connu. Vous êtes le représentant des partenaires sociaux, vous gérez 1 million de logements, vous construisez entre 45 000 et 5 000 logements. 50 000. Et 50 000 logements, pardon. Oui, bonjour. Bonjour. Et merci de votre invitation à participer à cette table ronde.
Vous l'avez très bien dit, la question du logement inclusif, c'est une question qui va tourner autour de plusieurs partenaires. Et moi, je vais prendre la parole plus pour les bailleurs sociaux et en tout cas Action Logement, qui est la première foncière résidentielle d'Europe avec 1 million de logements et dans lesquels, inévitablement, nous offrons des solutions à la fois dans notre stock et en même temps dans ce que nous construisons pour créer du logement inclusif. On y reviendra tout à l'heure. Ça ne peut se faire qu'avec un concert organisé, et notamment avec le réseau associatif qui souvent est instigateur des solutions, mais aussi avec d'autres parties prenantes. Et je redirais aussi la puissance du réseau local et notamment des collectivités locales qui ont un rôle important, et notamment dans la production nouvelle, puisque j'évoquerai aussi les difficultés générales de réaliser aujourd'hui des programmes immobiliers, notamment en logement abordable, social, et dans lesquels on pourrait trouver des solutions pour du logement inclusif. Très bien. À mes côtés, Hans Oswald, vous représentez la société ICAD, promoteur immobilier. Vous construisez à peu près, vous avez 80 programmes immobiliers par an. Vous gérez également 200 établissements de santé. Sur ces programmes immobiliers, un certain nombre sont réservés à des publics en situation de handicap. Exactement. Donc, ICAD Promotion est un promoteur immobilier. Donc, on réalise des logements et on conçoit des logements pour nos clients institutionnels, bailleurs, associations, utilisateurs. On a, de par notre ADN, une expérience forte dans le médico-social. Donc, on a construit beaucoup d'opérations médico-sociales, un peu plus d'une trentaine sur les 4-5 dernières années. Et moi, je voulais vous citer notre raison d'être de ICAD, qui a été écrite il y a un peu plus de 2 ans, où c'est concevoir, construire, gérer et investir dans des villes, dans des quartiers, des immeubles qui soient des lieux innovants, des lieux de mixité, des lieux inclusifs, des lieux connectés à l'empreinte carbone réduite. Ce que je veux vous dire par là, c'est que déjà, nous avons intégré ces notions de mixité et d'inclusion dans notre raison d'être pour une société comme nous. Donc, tout simplement, l'intention est là. L'intention est là pour intégrer justement des logements inclusifs, pour pouvoir répondre à l'ensemble des demandes, puisque ça, c'est notre raison d'être, mais on l'a traduit aussi en manière d'agir, qu'on appelle naturellement chez soi, avec un volet notamment qui est très axé sur la partie bien-être grâce à la nature, mais surtout le logement pour tous. Et ça, c'est notre deuxième pilier. Et pour nous, le logement pour tous, c'est essentiel dans notre développement. Ça va aussi bien dans l'accession à la propriété, mais surtout dans le parcours résidentiel. Et le logement inclusif correspond et fait partie et répond aux besoins qui ne sont pas suffisamment servis, mais en tout cas, voilà, ça fait partie de notre raison d'être, de notre manière d'agir, et donc notre intention chez ICAD, c'est bien de pouvoir répondre au logement pour tous. Merci. À vos côtés, Marie-Joëlle Paulet, vous représentez l'association Sans Arpents, qui est un projet de résidence précurseur que vous avez initié dès 2017 pour accueillir des personnes handicapées ou en grande vulnérabilité avec un projet de vie sociale. Expliquez-nous. D'accord. Donc l'Institut Les Sans Arpents est une association loi 1901 qui gère des établissements médico-sociaux, qui a profité du cadre de la transformation de l'offre médico-sociale pour se transformer en plateforme de services sur 3 piliers: le travail, la santé, le bien-être et l'habitat. Dans le cadre de ces 3 piliers, nous offrons des prestations de services au regard des besoins des personnes et de leur parcours de vie. Et donc, c'est dans le cadre de l'habitat où nous proposons différentes solutions modulables en fonction des besoins des personnes. Et dans ce cadre-là, nous proposons depuis l'ouverture, c'était janvier 2020, mais effectivement, le projet a été initié en 2017, une résidence inclusive avec accompagnement des habitants, RIADH, dit plus poétiquement RIAD. Dans cette résidence, nous accueillons autour d'un projet social et partagé 24 personnes sur 10 maisons individuelles, chacune divisée en appartements T2 et T3. Alors peut-être ce qui est important effectivement, c'est de dire que cet établissement n'est pas un établissement médico-social qui s'adresse bien à des locataires ayant droit de l'habitat social,
qui choisissent de venir là. Et c'est bien une alternative entre la vie en établissement et la vie en autonomie en milieu ordinaire, puisque pour préserver le lien social et réduire les aléas liés à l'isolement, au vieillissement, il existe un projet de vie sociale et partagée autour de plusieurs items que je pourrais développer, en sachant que ce qui est aussi essentiel, c'est la mobilisation du droit commun, puisque les personnes ne relèvent pas de l'aide sociale, mais sont locataires de logement, mais par contre sont des personnes vulnérables, avec des besoins diversifiés, plus ou moins importants. Et donc, au moment de l'entrée dans le logement, on fait une évaluation des besoins des personnes pour évaluer tous les dispositifs de droit commun qui devront intervenir pour compenser les manques et compenser le handicap, si handicap il y a. En tout cas, vulnérabilité pour tous, c'est certain. Alors, on sent bien les intentions. Autour de la table, vous représentez une diversité d'acteurs, associatifs, partenaires sociaux, privés, avec des projets parfois très innovants. C'est votre cas. En parallèle, le gouvernement s'est engagé dès le 7 juin 2017 à favoriser le développement des habitats inclusifs en levant les obstacles administratifs. La Direction générale de la cohésion sociale est chef de file de la démarche nationale en faveur de l'habitat inclusif. Selon l'Observatoire de l'habitat inclusif, le CNSA allouera aux agences régionales de santé jusqu'à 25 millions d'euros pour financer les forfaits habitat inclusif au sein donc de ces projets inclusifs. Alors, il y a la réglementation, il y a les intentions, il y a aussi des moyens financiers. Où sont les obstacles ? Alors, de notre côté, les obstacles, je dirais, sont dans la coordination des différents financeurs. Pour notre dispositif, donc SILAPSI, donc un dispositif de sous-location bail glissant pour des personnes en souffrance psychique, nous avons des financements de l'État version cohésion sociale, de l'ARS pour la partie plutôt sanitaire. Voilà, ça c'est notre existant. La route a été un peu longue avant d'en arriver jusque-là. SILAPSI existe depuis 2016 et nous avons bien vu la difficulté que pouvaient avoir les partenaires financiers à se coordonner sur leurs modalités de financement. Moi, je dirais que pour nous, ça a été ça la plus grande difficulté administrative pour pouvoir construire ce dispositif, c'est-à-dire les acteurs de terrain, les trois institutions qui coopèrent, à savoir bailleurs sociaux, centres hospitaliers et associations, ont su se décloisonner, s'acculturer, parce que c'est aussi le challenge, je pense, de l'habitat inclusif, c'est comment on fait coopérer des champs professionnels différents, comment on arrive à travailler en pluridisciplinarité, donc ça nécessite se faire confiance, prendre un risque et le partager, être en co-responsabilité par rapport à ces projets-là. Donc sur le terrain, ça fonctionne bien. Au niveau des institutions, c'est plus compliqué, mais nous avons beaucoup avancé. Alors malheureusement, nous n'avons pas véritablement de représentants des institutions autour de cette table. Vous avez votre voisin qui représente les partenaires sociaux. Comment est-ce que vous faites face à ces obstacles et à ces freins, et quels sont-ils de votre côté ? Alors, de notre côté, et vous l'avez très bien dit, je le disais en propos d'introduction, la multiplicité des acteurs et leur diversité aussi sur les territoires sur lesquels nous devons intervenir, c'est à la fois une richesse et à la fois une complexité. Il faut que les opérateurs du logement social, du logement abordable, qui ont des solutions à apporter, et je le redis bien, à la fois dans le stock de logements qu'ils ont à disposition, parce que c'est un véritable gisement et dans lequel il y a des solutions, vous devez en avoir mis en œuvre dans vos activités, et aussi dans la production neuve, et nos confrères d'ICAD le développeront. Ce sont des solutions techniques de bâti sur lesquelles nous intervenons. Mais pour ceci, il faut qu'on ait des porteurs associatifs, généralement, auxquels on fasse confiance, qu'on ait repéré. Alors de plus en plus, au niveau des territoires, il existe des dispositifs qui nous mettent en relation. Je crois que les bailleurs sociaux aussi ont été de plus en plus attentifs aux sollicitations pour comprendre
mettre en œuvre des dispositifs innovants. Chaque fois, les projets sont des projets différents. C'est ça aussi la richesse et aussi la complexité du dispositif, c'est que chaque fois, et c'est aussi votre rapport, hein, parce que vous êtes vraiment les connaisseurs fins des problématiques des publics que vous accompagnez et des familles. Et ça, c'est un sujet qui est très très fort. C'est que nous n'allons pas nous mettre à la place d'eux. Il va falloir que nous accompagnions et que nous apportions notre expertise de constructeurs et de gestionnaires immobiliers, mais pas faire à la place d'eux. Chacun à son bon endroit. Et comme vous le disiez, en coopération et en confiance, parce qu'il faut partager aussi des risques. Donc je crois beaucoup, moi, à l'émergence locale de solutions portées par les acteurs locaux. Associatifs, c'est quelque chose d'essentiel. Nous sommes toujours disposés à envisager des projets. Nous avons nos filiales, 55 filiales sur tout le territoire national qui sont en contact et qui créent des dispositifs de logement inclusif, toujours en lien avec des associations qui, la plupart du temps, sont venus proposer un projet innovant, particulier, avec une très bonne connaissance des publics à accompagner. Et généralement, nos filiales répondent présentes, parce que la maquette financière, vous le disiez, on arrive à peu près toujours à la faire tourner, puisqu'aujourd'hui, les dispositifs existent. Alors après, on y reviendra sur les freins pour la production nouvelle. S'il faut du logement nouveau, on va retomber dans les difficultés de production de logements abordables en France, mais on y reviendra peut-être plus tard dans notre débat. Oui, tout à fait. Hans Oswald, vous êtes un promoteur privé. Vous construisez un certain nombre de logements. Lorsque l'on s'est parlé, on a beaucoup évoqué la question du foncier. Est-ce que c'est un frein, la non-disponibilité du foncier? Ça revient à ce que disait... ce qu'on disait à l'instant, aujourd'hui, le foncier, c'est une denrée qui est très difficile à obtenir. Les fonciers ne sont pas suffisamment disponibles. Mais outre le fait de parler de la problématique du foncier, c'est surtout que, je pense, le sujet du logement inclusif n'est pas suffisamment verbalisé. C'est-à-dire que auprès des collectivités locales, par exemple, ce n'est pas forcément une problématique qui est assez souvent évoquée. Et pourtant, on a un savoir-faire. C'est-à-dire que autant sur notre expérience en médico-social, on a cette expérience et ce savoir-faire. On a aussi, je reviendrai peut-être après, je voulais vous évoquer 3 sujets, mais 3 exemples d'opérations qui sont vraiment, qui intègrent vraiment des logements inclusifs. Allez-y, rentrons dans le concret. Alors, rentrons dans le concret. On est là pour ça. On a une belle opération qui est en cours de conception. Sur Marseille, dans le 4e, Montolivet. On travaille avec l'UNAPI et puis l'association La Chrysalide. Et là, on est vraiment, pour le coup, dans le cadre d'une opération d'envergure, puisqu'on y réalise près de 200 logements au total. Et dans ces... Alors, il y a aussi une partie de bureaux, il y a une partie de commerce de proximité pour la vie du quartier, mais aussi pour les futurs habitants de cette opération. Et sur les 200 logements, on va y réaliser un peu plus de 20% de logements inclusifs. Et là, on travaille avec un bailleur de la filiale de la Caisse des dépôts à Doma. Et en fait, on a pu intégrer ces logements inclusifs dans la part de logement social, puisqu'il y a 150 logements sociaux. Et dans ces 150 logements sociaux, on y intègre 30 logements inclusifs. Et sur une part d'une quarantaine de logements locatifs libres intermédiaires, et bien là, on y réalise encore une quinzaine de logements inclusifs. Et ça, tout en mixité sur l'ensemble de l'opération. Ils sont associés aussi des services, puisqu'on travaille et on réalise cette opération pour l'UNAPI. Donc ce que je veux dire par là, c'est que les promoteurs, les constructeurs, les faiseurs de logements sont prêts à réaliser ce genre d'opération, parce que notre métier, c'est de concevoir, de construire, mais de le faire en co-conception avec nos clients. Et nos clients, ce sont les investisseurs, ce sont les bailleurs, les utilisateurs, ce sont aussi les fondations, les associations. Et on arrive très très bien à avoir un dialogue constructif pour pouvoir arriver à aboutir à une opération qui puisse répondre vraiment à tous ces enjeux-là.
Donc là, je vous donnais l'exemple d'une grande opération d'envergure, mais on a aussi une autre opération à laquelle je pense sur Brétigny-sur-Orge, où là, c'est une approche qui est un peu différente. On est dans le cadre d'une zone d'aménagement concerté, donc la création d'un nouveau quartier. Et sur cette opération-là, on va y réaliser un petit bâtiment de 15 logements inclusifs. Et là, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on fait en sorte que ces logements soient adaptés dans la vie locale pour pouvoir s'intégrer dans un quartier. Et puis un dernier exemple qui est sur une opération sur Caen, puisque là, sur l'ancien site du CHU de Caen, on a gagné ce concours. Et là, on est en train de travailler avec Mobicap sur la conception d'une opération qui intègre 45 logements sur le principe aussi de l'inclusivité et puis sur l'ensemble des services et équipements qui peuvent accompagner les résidents. Donc ce que je veux dire par là, c'est que je pense que le mouvement est engagé. Je pense aussi qu'il est peut-être un peu timide. C'est pour cela que, en termes de volume, aujourd'hui, ce n'est pas encore suffisamment concret. Néanmoins, voilà, il y a quand même des choses qui sont en cours, qui sont en route, qui sont lancées. Maintenant, je pense qu'il faut qu'on puisse un peu plus verbaliser pour pouvoir plus déployer. Alors, vous avez évoqué à plusieurs reprises peut-être voilà, cette timidité, ce manque de volonté, ce déficit de communication de la part notamment des collectivités territoriales. Du côté des 100 arpents, vous êtes à l'origine d'un projet précurseur. Quels sont les obstacles auxquels vous vous êtes heurté pour faire aboutir ce projet ? Alors, nous, on est en 2017. En 2017, oui. Le premier décret sur l'habitat inclusif, c'est juin 2017. Donc, quand on a rencontré à ce moment-là des bailleurs sociaux, Action Logement, etc., ils n'étaient encore pas suffisamment informés de ce que l'impulsion quand même des politiques sociales sur l'habitat inclusif, qui était déjà dans les textes, dans la littérature. Donc, nous, on s'est retrouvés un peu tout seul avec notre projet et on a décidé d'y aller tout seul finalement. Donc, en 2017, l'association a investi sur ses fonds propres. Du coup, on est propriétaire de notre résidence. En plus, on voulait une résidence sécurisée, valorisée, je dirais pas de standing, mais presque, puisque chacun a sa terrasse, son jardin privatif. Il fallait aussi investir dans la maison commune, puisqu'il y a une maison commune qui permet de participer à des activités, de maintenir le lien social entre les locataires. Donc on y allait tout seul avec nos fonds propres et puis on a été chercher des capitaux privés avec quand même des sociétés qui nous ont aidés, pour ne pas les citer, mais on a un peu une obligation de les citer. Alors BNP Paribas, Malakoff Humanis, AG2R La Mondiale, donc ils nous ont aidés financièrement, plus des dons privés à hauteur de 830 000 euros. Et dès 2017, on a bénéficié à titre expérimental du forfait de l'habitat inclusif de 60 000 euros par an. Et depuis, on bénéficie de cette... Alors, le risque, c'était que ce forfait nous avait été attribué dans l'expérimentation, mais on n'avait aucune garantie qu'il perdure, alors qu'on avait déjà embauché notre coordonnateur de parcours. Et le conseil départemental du Loiret nous a aussi aidés dans le financement du fonctionnement. Tous les investissements ont été faits par l'association. Alors l'obstacle, c'est la duplication, c'est-à-dire que nous, on est quand même arrivé à nos limites sur nos fonds propres. On essaye quand même de diversifier les propositions parce que dans l'habitat inclusif tel qu'au RIAD, il y a quand même un engagement des personnes à partager le projet commun de la résidence. Et donc, certaines personnes souhaitent plus vivre en autonomie. Donc, on s'est porté acquéreur de 4 logements dans le parc privé. Et puis, on est sur un autre projet avec là un bailleur social sur 10 logements, sur une promotion immobilière qu'il va y avoir dans notre commune. Parce que l'essentiel pour nous, c'est rester dans notre commune. Parce que d'abord, elle est très dynamique en termes d'association, en termes de commerce, en termes de proximité, en termes d'inclusion. Et puis... dans la mesure où, effectivement, on propose un service, les personnes qui vont être dans les logements de bailleurs sociaux, on propose un service puisqu'on propose l'accompagnement des personnes, chacun à sa mesure,
pour que la personne puisse rester durablement dans le logement. Parce que c'est souvent l'échec, vous l'avez évoqué, Madame, tout à l'heure, qu'on rencontre. Donc, on propose ce service-là. Et pour proposer ce service, il faut qu'il y ait de la proximité avec nos équipes de professionnels. Parce que si c'est à 40 km, donc il faut que ça puisse se faire à vélo, à pied, que ça soit facile d'accès. Donc, en général, on essaye de rester sur notre territoire. Alors, on voit bien qu'aujourd'hui, le problème de financement n'est plus un obstacle. Il y a les dispositifs financiers. Dans votre exemple, Madame Gauthier, vous avez évoqué ce partenariat tripartite auquel vous avez en fait fait appel pour monter votre projet. Est-ce que le partenariat avec les acteurs locaux est une des solutions pour faire réussir un projet d'habitat inclusif? C'est même la condition, je dirais, pour faire réussir l'habitat inclusif. C'est-à-dire qu'on voit bien sur l'origine de la création que chacun de notre côté, tout seul, on était en difficulté. Et c'est bien en associant nos savoir-faire et nos compétences qu'on construit des solutions. Et c'est vrai que si la psy a fonctionné, aujourd'hui c'est dupliqué parce qu'il a fait des petits cousins germains ou des petits frères sur le territoire, portés par d'autres associations, d'autres bailleurs sociaux, et c'est plutôt très chouette. Mais ça fonctionne parce qu'on part ensemble du projet. Souvent, je donne cet exemple, nous, associations, auparavant avec les services de la psychiatrie, lorsque quelqu'un n'allait pas bien dans nos logements, on les appelait comme on appelle les pompiers. Et puis si on avait un peu de chance, la personne était hospitalisée et puis elle ressortait le lendemain. Et nous, on disait, la psychiatrie vide ses lits. Et la psychiatrie devait dire, ils nous prennent pour un centre d'hébergement. Et c'est bien parce qu'on a co-construit le projet, on a appris à se connaître, à connaître les limites aussi des champs d'intervention des uns et des autres, à créer des passerelles, que les choses fonctionnent. Et je crois que c'est la condition de la réussite. Pour le bailleur social, c'est exactement la même chose. Bailleur social, et c'était une des conditions du projet, nous nous sommes tous formés à repérer ce qui était un trouble psychique et à adapter nos postures, bailleurs, associations. Et ça, c'est la base pour avoir une culture commune. Et ça permet parfois aussi de mieux comprendre les choses. Je disais au départ, notre objectif dans Silapsy, nous, on n'a pas un stock de logements dédié pour Silapsy. Le bailleur ne nous donne pas les logements où personne ne veut aller. C'est pas ça. Le bailleur, il fait du sur-mesure. C'est le bon logement pour la bonne personne. Ce qui sous-entend que la personne peut refuser le logement. Je vais vous donner un exemple. Le bailleur social nous avait proposé un logement flambant neuf, cuisine ouverte. J'ai envie de vous dire, a priori, qu'on ne devrait pas refuser. La personne avec qui nous sommes allés visiter ce logement n'a pas pu passer le seuil de la porte. Pourquoi ? Parce que c'était trop ouvert, du coup très insécurisant, pas assez contenant pour cette personne. Le bailleur, s'il n'avait pas été formé, il aurait pu s'en offusquer. Le bailleur, il a compris parce qu'il était formé. Et donc, du coup, le bailleur, il s'est adapté. Il a proposé un logement, on va dire, plus classique, plus ancien, mieux structuré, avec des pièces bien définies. Et ça a permis de sécuriser la personne. Donc voilà, je crois vraiment que ce partenariat, cette acculturation, c'est vraiment la condition pour que l'habitat inclusif fonctionne. Très bien, merci. Patrice Tillet, on a beaucoup parlé de co-construction, de dialogue avec les différentes parties prenantes dans le cadre des projets d'Action Logement. Est-ce que pour vous, c'est également une voie de solution ? Oui, c'est une voie de solution et je vais rebondir sur ce que vous venez d'évoquer parce que je crois que d'expérience, mais vraiment concrète sur le terrain, les meilleurs développements de projets que j'ai vus, c'était quand même parce qu'il y avait une initiative associative, par cette connaissance fine. Et je crois que le démarrage, j'allais dire, c'est vous. Il faut qu'on soit promoteur ou bailleurs sociaux en accompagnement. J'ai deux exemples dans la région lyonnaise auxquels j'ai contribué, mais les deux par rencontre avec une association qui nous posait un problème immobilier auquel on a su répondre. C'était notamment des sorties d'hospitalisation psychiatrique où on a été en capacité de mettre à disposition une dizaine de logements sur la ligne de bus directe entre l'hôpital psychiatrique, alors pas trop éloigné. Alors donc c'est pas dans l'hôpital, c'est dans un quartier, c'est des logements autonomes, mais pas trop éloignés.
Donc il y a la question de sécurisation, et puis avec un local commun pour pouvoir avoir des activités communes qui étaient mises à disposition par le bailleur social. Ça, si nous n'avions pas été sollicités par l'hôpital psychiatrique et par les associations, jamais nous n'aurions eu l'idée d'aller proposer ça, parce que nous n'avons pas forcément, nous, dans notre domaine d'activité, connaissance de cette difficulté, ou si on a connaissance, des modalités de réponse. Et c'est bien vous qui pouvez porter, en tant que professionnel et association, ces problématiques-là. Et un deuxième exemple aussi, alors je le dis parce qu'on est aussi invité ici par le réseau GESAT, d'un président d'une association de parents d'enfants trisomiques qui travaille dans un ESAT et qui nous appelle en disant il y a un terrain en face de chez nous, il paraît qu'il va y avoir un projet immobilier. Nous, on aimerait bien que dedans, ça soit du logement social, notamment pour nos enfants qui travaillent à l'ESAT et qui souhaitent, mais ils en ont marre d'habiter chez leurs parents, ils aimeraient bien tester l'autonomie. Et du coup, nous avons pu réaliser un immeuble en lien avec la collectivité, parce que sans laquelle on n'aurait pas pu obtenir le permis de construire et l'acquisition de ce terrain. Et on a fait là un immeuble collectif avec des logements sociaux, familiaux, pour familles ordinaires, et dedans 10 logements pour des jeunes enfants trisomiques qui souhaitaient se tester l'autonomie, avec une charte entre les familles et ces jeunes enfants trisomiques pour que les uns et les autres s'engagent ensemble à faire vivre la collectivité correctement, avec un local commun pour avoir des échanges. Et si on n'avait pas eu cette initiative de l'association, je pense qu'on n'aurait pas forcément eu l'idée. Donc ça, c'est très, très, très important, c'est qu'au niveau de l'initiation des projets, parce que je le disais, chaque fois, c'est vraiment du sur-mesure, véritablement. Et pour prendre en compte tout ce que vous évoquiez, effectivement, nous, derrière, on a dû former nos collaborateurs. Alors ça s'est fait aussi avec l'association des bailleurs sociaux du département, qui ont fait venir des spécialistes pour que tous nos collaborateurs soient formés sur ces problématiques-là et comprennent qu'on ne réagit pas de la même manière avec ces publics-là quand il y a un souci de fonctionnement dans l'immeuble ou un souci administratif dans l'immeuble, et qu'il faut savoir s'adapter, nous aussi, dans nos modes de gestion de nos immeubles et des locataires, s'adapter à ces publics-là. Donc je pense que vous avez un rôle déterminant à jouer pour nous apprendre, nous, à avoir les bons réflexes, et puis vous apporter ce que nous pouvons apporter, c'est-à-dire la solution immobilière et de gestion. Et c'est dommageable que dans votre cas, vous n'ayez pas trouvé de partenaire. C'était un peu tôt, mais c'est très bien comme ça. Ouais. Oui, mais du coup, on voit aussi le chemin accompli, peut-être, c'est toujours l'histoire du verre à moitié vide ou à moitié plein. Depuis 2017, vous évoquiez, je pense qu'aujourd'hui, vous trouveriez... C'est énorme le chemin accompli, en fait, dans les mentalités et dans l'appréhension de ce qu'est l'habitat inclusif et dans son extrême nécessité. Et ça a vraiment évolué en 4 ans, parce que quand on rencontre maintenant les bailleurs sociaux vous téléphonent pour dire « Ah tiens, j'ai une promotion immobilière, peut-être ça peut vous intéresser, qu'on vous réserve des appartements ». C'est ce qui s'est passé d'ailleurs sur notre dernier projet. Alors qu'en 2017, on a rencontré des personnes, c'était pas suffisamment parlant et porté à tous les niveaux, au niveau de l'État, au niveau des collectivités, etc. Mais ça, le chemin, il a été très efficace et très rapide en 4 ans, en fait. Alors justement, là, vous abordez la question des freins culturels. Ça m'intéresse de vous faire réagir par rapport à ces freins culturels. Est-ce que vous pensez que les différentes lois et les différents décrets parus font bouger les lignes par rapport à ces questions d'obstacles culturels? Finalement, parle-t-on assez du handicap? Le handicap fait-il peur dans les projets immobiliers? Hans Oswald. Alors, à la base, un projet immobilier, ça fait toujours un peu peur, l'environnement existant. Donc, en tant que promoteur, on a toujours une action importante pour expliquer ce que nous allons réaliser. Et là, je parle d'une opération traditionnelle, déjà, pour pouvoir faire accepter ce futur bâti qui est dans cet environnement. Après, on fait toujours en sorte, bien sûr, de s'intégrer. Et l'intégration dans les sites est un point important. Donc, en temps normal, déjà, ce n'est pas
toujours facile. Après, lorsqu'on construit et qu'on aménage des choses particulières et adaptées, eh bien, comme c'est un peu particulier, eh bien, les riverains, les gens autour, parfois même certaines mairies, ne sont pas forcément à l'aise avec tout ça. Un exemple, sur notre opération de Marseille, pour pouvoir essayer de pousser encore plus la notion d'inclusivité, on essaye de voir pour pouvoir créer une crèche inclusive. Et donc pour des enfants atteints de handicap, mais pour qu'ils puissent être au contact d'enfants qui n'ont pas de handicap. Et là, on voit que, voilà, on pense que c'est une bonne idée. Et donc, on met tout un dispositif en place pour pouvoir expliquer, rassurer, parce qu'une fois qu'on met ce genre d'action en place, eh bien, on va avoir affaire aux utilisateurs. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir les utilisateurs des enfants atteints de handicap et des enfants non atteints de handicap pour pouvoir assurer la mixité. Donc, quelles sont les réactions ? Alors, les réactions sont parfois un peu difficiles à entendre, mais après, avec de l'explication, on arrive bien sûr à expliquer le bon fondement de ces actions-là et la nécessité de pouvoir répondre au logement pour tous et à l'habitat pour tous. Donc, en général, on arrive toujours à convaincre. Mais voilà, ce n'est pas chose facile habituellement. Et ensuite, quand on rentre dans des dispositifs pour accompagner les personnes avec des handicaps, ça nécessite encore plus de verbalisation. Et là, c'est là où je pense que les actions des associations, des fondations, pour nous accompagner dans cette verbalisation est importante, puisque nous, on a notre étiquette de promoteur-constructeur et on construit et on réalise pour des utilisateurs. Donc, je rejoins absolument ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que les fondations, les associations ont un rôle important pour nous accompagner là-dedans, parce qu'elles sont encore plus expertes que nous sur ce sujet-là pour pouvoir verbaliser et expliquer le bon fondement de ces projets. Elles sont les sachantes, hein, les fondations, elles ont les mots et elles ont aussi la volonté. Parce qu'elles sont au contact permanent avec ces publics. Je rajouterais, on a aussi des impulsions politiques, c'est-à-dire qu'au niveau du Conseil départemental du Loiret, c'est un objectif département 100% inclusif, comme un certain nombre d'autres. Donc il y a quand même pas des injonctions, mais des impulsions à aller vers l'habitat inclusif et à déstructurer un peu des établissements médico-sociaux résidentiels pour que les personnes habitent chez elles et non pas dans un établissement. Très bien. J'aimerais aborder la question des solutions. Et vous demandez si flécher, avoir des quotas dans les programmes immobiliers est une solution pour développer l'habitat inclusif et pour le rendre accessible au plus grand nombre, pour répondre aux besoins. Je peux peut-être témoigner en tant que bailleur social de l'application du quota de la loi SRU. Article 55 de la loi SRU qui fixait 20% de logements sociaux dans les communes. Au démarrage, on se dit oui, la règle des quotas, ça va être trop descendant, c'est compliqué. En même temps, on voit qu'au bout du compte, il y a une certaine résilience ou une certaine compréhension des enjeux. Ça a pris du temps, mais aujourd'hui, cet article 55, et le congrès HLM avait lieu il y a à peu près 15 jours, c'était réaffirmé par l'État en disant que ça faisait partie du socle de la solidarité du pays et qu'il fallait effectivement continuer à imposer une quotité de logements sociaux par commune. Alors aussi éviter qu'il y ait trop de logements sociaux dans certaines communes, c'est éviter de dépasser les 50% parce que les élus sont parfois aussi trop volontaire et ça crée des difficultés par ailleurs. Donc, trouver la juste répartition. Donc, on a un exemple concret d'une politique publique qui a apporté des réussites avec un quota. Après, je pense que sur une manière générale, je peux me tromper, et là vraiment c'est aux expertes que je m'adresserai, je me dis que, et c'est un petit peu le sens de mes propos ce matin, qui est de dire chaque fois c'est des projets extrêmement spécifiques. Vous l'avez évoqué, j'ai évoqué dans des exemples que j'ai pu produire, il y a un sujet de localisation qui est vraiment important. Vous avez parlé de la nature du logement.
Donc, sur ces sujets-là, est-ce que c'est compatible avec une notion de quota? En revanche, moi, je vois beaucoup ce que vous évoquiez comme solution, c'est quand même l'impulsion politique par les collectivités locales et territoriales. Et ça, j'y crois beaucoup. Alors, est-ce que ça doit se faire par une injonction plus politique nationale pour demander aux acteurs locaux politiques de prendre en main ce sujet-là? On pourrait aussi imaginer, parce qu'on évoque des sujets d'urbanisme, il y a des plans locaux d'urbanisme et plans locaux d'urbanisme et de l'habitat sur les territoires qui sont aussi des endroits où on devrait trouver au niveau de la norme. Parce que c'est la création d'une norme locale pour la construction. Et c'est peut-être là qu'on pourrait trouver l'expression d'une volonté politique d'inclusion à travers peut-être l'identification de certains projets ou de certaines zones dans lesquelles il faudrait que des projets inclusifs puissent émerger, notamment dans des zones plus en lien avec des transports en commun, des aménités urbaines. Je pense que ICAD est tout à fait en phase avec ces réflexions-là. Donc peut-être que... Je crois que quand on fait confiance au territoire, on a beaucoup de bonnes nouvelles. Donc c'est peut-être là où il peut y avoir une solution. Et vous le démontrez concrètement. Oui. Les élus et les collectivités ont un rôle à jouer. Bien sûr. Je me suis posé une question et vous allez peut-être me contredire ou me conforter. Je me suis demandé si maintenant, quand vous répondez à un appel à projet ou un appel d'offres pour une promotion immobilière, s'il n'y avait pas, il y a des systèmes de cotation, j'imagine, s'il n'y avait pas des points supplémentaires quand on proposait quelques logements inclusifs, en fait, dans la promotion. Parce que j'ai été étonnée, quand même, d'être sollicitée par plusieurs bailleurs sociaux. Voilà. Alors que, voilà, donc je me suis dit, bon, ça peut peut-être rapporter gros, finalement, cette histoire-là. Alors, il n'y a pas de points supplémentaires. Une clause. Donc, vous me contredisez. Non, mais après un projet immobilier, c'est important de pouvoir exprimer une histoire et une conception. Et donc, quand on va présenter un projet, quand on travaille un projet avec des fondations, avec des investisseurs, c'est important aussi d'aller expliquer le bon fondement de l'inclusion des logements qu'on compte y mettre dans cette résidence. Et ça revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure, mais en tout cas, un projet à la base, c'est toujours une présentation, c'est toujours des convictions qu'on doit présenter aux collectivités locales. Mais moi, je reste persuadé que l'impulsion politique dans ce sujet est primordiale. Parce que autour de nous, ICAD, on a des partenaires comme Action Logement, on a aussi des partenaires avec nos filiales de la Caisse des dépôts et Consignation. On a d'autres partenaires institutionnels privés. Et pour les côtoyer régulièrement, je peux vous garantir que le logement inclusif fait partie de leurs réflexions, mais aussi de leurs actions. Je discutais encore hier avec le responsable de CDC, Caisse des dépôts et Consignation Habitat, et ils ont en vue plusieurs opérations qui intègrent du logement inclusif. Donc ça revient à ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est que l'intention est là. Maintenant, il faut booster cette intention. Je rejoins aussi ce que vous disiez à l'instant, c'est que le sujet du quota, bon, ça peut être une chose intéressante pour pousser. Néanmoins, il ne faut pas que ce soit un quota appliqué n'importe comment. C'est-à-dire qu'en particulier sur le logement inclusif, l'emplacement dans la ville, auprès des services, auprès des transports, enfin en tout cas des commodités, est primordial et essentiel. On a bien vu que les projets doivent répondre aussi à un certain nombre d'enjeux et de besoins. Moi, je pense que le projet doit être du sur-mesure. C'est-à-dire que c'est vrai que le quota peut être incitatif. Moi, je ne suis pas persuadée que c'est le quota qui fait que ça fonctionne. Je pense que ce qui fait que ça fonctionne, c'est effectivement ces volontés politiques. Comment nos champs aussi se rapprochent. Et moi, je trouve que, vous voyez, on participe au projet territorial de santé mentale. Ça pourrait être quelque chose qui rassemble uniquement des professionnels en lien avec la santé. Eh bien non, on a un groupe de travail sur le logement. Et dans ce groupe de travail, il y a des bailleurs, il y a des psychiatres, il y a des associations, il y a des collectivités territoriales. Et moi, je crois plutôt à ce type de dynamique parce qu'au final, dans tous les projets qu'on peut donner, c'est du gagnant-gagnant. Chacun a y gagné de bouger un peu ses lignes pour adapter des solutions à des publics spécifiques, quoi. Et est-ce qu'il y a des bénéficiaires ?
Alors, il y a des représentants des bénéficiaires, voilà, qui sont là. C'est important d'avoir cette prise de parole, pour ne pas dire essentielle. Après, c'est la difficulté de faire en sorte que cette participation, elle ne soit pas fictive pour se faire plaisir. Voilà. Alors nous, on a eu cette chance extraordinaire, Oui, excusez-moi, oui, deux mots, je vous en prie. d'avoir, puisque notre habitat inclusif a ouvert ses portes au 1er janvier 2020, mais nous avons attribué les logements dès 2018. Et pendant 2 ans, nous avons construit complètement le projet de la résidence avec les futurs locataires, tant le règlement intérieur de la résidence que le projet social et partagé, que le choix des matériaux. Et on a aussi des bâtiments à grande valeur environnementale. Et donc, ce sont des constructions bois avec un isolant à l'intérieur qui se monte, c'est un système très innovant qui s'appelle Pop-up et qui se monte un peu comme un Mikado. Et dans notre établissement et service d'aide par le travail, nous avons un atelier menuiserie et les travailleurs en situation de handicap de l'atelier menuiserie ont construit complètement une des maisons. Voilà. Alors pas la plomberie, etc., mais toute la construction. Donc ça montre que la participation et le projet collectif, en fait, apporté par tous les acteurs, il est plus que fondamental. Il est heureux, je voudrais dire. Tout à fait. Voilà. Vous vouliez réagir? Oui, alors déjà bravo pour ce que vous avez fait, et c'est l'inclusion vraiment totale, ce qui démontre effectivement qu'il faut faire du sur-mesure. Oui. Mais je voulais répondre à votre questionnement en disant est-ce qu'on gagne des points, et effectivement je partage le fait qu'on ne gagne pas de points, mais dans notre malheur on a une chance, c'est que le foncier, on l'a dit, il est difficile à obtenir, et qu'on est beaucoup d'acteurs qui essayons d'avoir ce foncier. Et que c'est celui qui propose le projet qui raconte la plus belle histoire. Et aujourd'hui, vous avez en face de vous des opérateurs qui ont pour des raisons d'activité, envie d'avoir ce terrain pour aller faire les 50 logements ou les 27 logements, et qui vont se dire qu'est-ce que je peux proposer à la collectivité pour avoir un projet qui parle au territoire, qui parle aux élus. Et c'est là aussi la chance, c'est que si vous avez des opérateurs, et ICAD en est une belle démonstration, qui fait le choix de la complexité et d'aller proposer du logement inclusif, et ce que nos filiales font aussi, eh ben, on voit qu'on a du coup, ça ne veut pas dire qu'on a plus de points, mais qu'on a finalement un projet qui a mieux parlé aux élus et on remporte l'opération. Donc ce n'est pas un système de points, mais ça parle au cœur et ça parle au cerveau. Et du coup, les décideurs vont nous accompagner. Et je pense que ça, c'est la vertu un petit peu de ce dispositif. Et j'allais rajouter que, et ICAD l'a évoqué tout à l'heure avec sa raison d'être, Action Logement, qui est une construction récente, puisque nous avons fusionné 22 collecteurs territoriaux il y a 4 ans. Donc on est en pleine structuration et nous travaillons avec effectivement une raison d'être aussi et une stratégie RSE, responsabilité sociale et sociétale des entreprises, sur lesquelles on voit que beaucoup d'opérateurs et d'entreprises privées réfléchissent à leur responsabilité sociale. Et là-dedans, la question de l'inclusion, à la fois l'inclusion dans leurs entreprises au niveau du salariat, mais aussi de l'impact sur les territoires, devient majeure. En tout cas, nous, pilotés par les partenaires sociaux, qui avons vocation à loger prioritairement des salariés, dans les ESAT, ce sont des salariés, et d'ailleurs qui versent leur obol à Action Logement en tant qu'employeur. Donc on a une légitimité aussi à se poser ces questions-là et à vouloir aussi être inclusif dans nos projets, dans nos activités. Donc là aussi, il y a un mouvement, je crois que c'est aussi ce qui démontre ce que vous évoquiez en disant en 4 ans, il y a un travail qui a été accompli, et aussi cette prise de conscience, notamment des entreprises et du coup des acteurs du logement, de se dire nous devons être présents et pouvoir répondre à ces questionnements, et concrètement. Et ça rend optimiste, et en même temps, c'est vrai qu'il y a des bailleurs sociaux, il y a des promoteurs qui construisent leurs projets. Et puis j'ai un contre-exemple. Quand on a voulu se porter acquéreur de nos 4 logements dans un complexe immobilier qui se construit au bout de notre rue, donc c'était vraiment à proximité, pour nous c'était l'idéal. On a eu énormément d'entraves à acheter ces appartements. Alors, et où étaient les freins ? Forcément, on n'a pas de preuves, etc. Mais forcément, avec mon président, on s'est posé la question à un moment donné. On s'est dit des complications pour les actes notariés, etc., qu'on n'avait jamais rencontrées avant. Et on a fini par se poser la question. Comme on n'avait pas eu de contact, si ce n'est qu'en tant qu'acheteur, si à partir du moment où ils ont repéré que ce sont des personnes en situation de handicap qui occuperaient les logements, on s'est forcément posé la question, parce que vraiment il y a eu des entraves
anormal. Mhm. Voilà. Mhm. Donc, c'est encore pas acquis pour tout le monde. Non, vous posez vraiment la question des freins culturels. Est-ce qu'une grande campagne des pouvoirs publics autour du handicap et de la vie de ces personnes ne serait pas une des solutions pour vous qui êtes acteurs de l'inclusion et acteurs du logement? Si me permettre, moi j'en suis intimement convaincu, parce que dans mes fonctions, j'ai aussi des fonctions importantes de marketing et de communication. Et puis, quand on regarde ce qui se passe sur le logement inclusif, tout à l'heure je parlais de manque de verbalisation, je pense que la communication est un sujet essentiel pour pouvoir promouvoir tout ça. Exemple, le rapport de Denis Pifto et Jacques Wolfrom est particulièrement intéressant. Sauf que c'est un peu lourd à lire, 272 pages. Néanmoins, il existe une vidéo sur YouTube de Denis Pifto qui explique en 30 minutes le logement inclusif. Et en 30 minutes, vous avez absolument tout compris sur le logement inclusif. Mais en tant que marketeur, je ne peux pas m'empêcher de regarder un peu le nombre de vues, etc. Et ça fait un peu plus d'1 an qu'elle est postée, cette vidéo, et seulement 2000 vues. Bon, ça c'est un indicateur pour moi, et je ne sais pas si on allait l'évoquer ce matin, mais la communication, je pense que c'est essentiel. Et je dirais, cette petite vidéo de 30 minutes, toutes les collectivités locales devraient l'avoir, parce que ça permet vraiment de comprendre le logement inclusif, ça permet aussi de comprendre les avantages et pourquoi il faut le faire. Alors, puisque vous avez évoqué le rapport Pifto-Wolfrom, j'aimerais vous faire réagir donc sur justement l'une des préconisations de ce rapport, c'est l'aide à la vie partagée, qui place le bénéficiaire au cœur du projet de l'inclusion et notamment de l'habitat inclusif. L'aide à la vie partagée, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Alors, l'aide à la vie partagée, c'est ce qui va se substituer, de la connaissance que j'en ai, c'est ce qui va se substituer au forfait de l'habitat inclusif, aujourd'hui versé par la CNSA. L'aide à la vie partagée va être financée par les départements. Mais ces départements vont être aidés par l'État pendant 7 années pour pouvoir financer cette aide à la vie partagée, mais qui va se substituer aux 60 000 € versés par l'État. Et donc, plutôt que ça soit 60 000 € versés aux gestionnaires, ça sera toujours versé aux gestionnaires, mais en fonction des besoins de chaque personne. Donc, il parlait d'un maximum de 8 000 € par personne et de 3 000 pour le plafond bas. Je ne sais pas si ça sera maintenu dans les textes. Ça a été ça à un moment donné. Donc, en fonction des personnes, il y aura des critères qui font que telle personne bénéficiera de 5 000 €. Mais ça sera quand même versé aux gestionnaires pour l'animation du projet de vie sociale et partagée, donc le financement du coordonnateur de parcours qui va mobiliser les dispositifs de droit commun pour que les personnes puissent avoir le soutien dont elles ont besoin, et puis qui est chargé aussi de l'animation de la vie de ce projet social et partagé, qui là peut être variable en fonction des souhaits des personnes et de la dynamique communale, de la dynamique associative plutôt. Tout à fait. Alors justement, est-ce que vous mettez en place cette aide à la vie partagée dans le cadre de vos projets? Alors nous, on est sur un projet Logement d'abord. Nous n'avons pas de lieu collectif, parce que tous les logements du dispositif, ils sont dispersés dans la ville en fonction du lieu souhaité d'habitation des personnes. Donc c'est vrai qu'on n'est pas, nous, sur ce type de modèle organisationnel. Toutefois, on met en place des temps de partage et de rencontres pour ces personnes. Et d'ailleurs, au-delà de ce dispositif, avec l'ensemble des personnes qu'on accompagne sur nos dispositifs et qui permettent effectivement d'être créateurs de liens sociaux les uns avec les autres, d'être intégrés sur la cité et sur la ville. Voilà, donc on n'a pas de lieu spécifique, en tout cas en termes de partage. Est-ce que c'est un aspect que vous intégrez dans vos projets? Alors, parce que c'est le vivre ensemble aussi, l'aide à la vie partagée. C'est ce qui permet de coordonner le projet de vie de la personne, du bénéficiaire,
dans un cadre plus global qui est le vivre ensemble. Exactement. C'est-à-dire que dans une opération immobilière, il y a d'abord la conception. Donc, que voulons-nous faire en termes de logement et comment voulons-nous accompagner ce logement? Et en fonction, on adapte des lieux de vie partagés, des salles communes, etc. Mais ça, j'ai envie de dire, ce n'est que de l'immobilier, donc c'est pas très compliqué. Après, derrière tout ça, c'est comment on s'organise, et là, je pense que c'est le travail des bailleurs, des associations pour faire vivre tout cela. Donc, en tant que concepteur de logement, pour nous, c'est pas très compliqué de réaliser tout cela. Maintenant, c'est comment on les finance, d'un point de vue immobilier, et puis d'un point de vue service derrière. D'accord. Action Logement, est-ce que vous intégrez voilà. Et c'est bien d'avoir des sachants, des experts qui vont porter justement ce projet, cette équation économique. Et nous savons, j'espère, que nous savons répondre à vos attentes dans le cadre de la coproduction en amont du projet immobilier. Mais on intègre les contraintes, effectivement, qui sont les vôtres et qui sont aussi liées à des dispositifs financiers, comme vous l'évoquez, qui vous permettent, vous, de réaliser le logement inclusif tel que vous le concevez. Très bien. Il nous reste 4 minutes, peut-être, pour faire un dernier tour de table sur vos priorités, si vous deviez en désigner quelques-unes en termes d'habitat inclusif, et puis peut-être aussi votre définition de l'inclusion dans le logement. Alors, moi, je pense que nos priorités, c'est de continuer à mieux nous connaître, à décloisonner, parce que moi, je pense que c'est ça qui ramènera de l'inclusion dans la cité. La dimension de la communication, elle est effectivement essentielle, je pense, pour pouvoir aussi faire tomber tous les préjugés qu'on peut avoir. C'est vrai qu'au début du dispositif SILAPSI, on avait cette dimension de mener chaque année des actions collectives pour faire changer le regard de la société aussi sur le handicap. Parce qu'au-delà de nos dispositifs, si la société ne fait pas évoluer son regard sur ces publics-là, on a répondu à une petite goutte, mais ce n'est pas ça qui amène le mouvement de changement interne. Donc moi, je dirais vraiment que c'est aujourd'hui, à mon avis, ça la priorité. Oui. Et puis, pour moi, le logement inclusif, c'est ce que je vous disais, c'est l'habitat adapté aux besoins de la personne. C'est des réponses de proximité pour que la personne puisse s'intégrer dans la cité, dans son quartier, et cette volonté de coopérer entre acteurs pour pouvoir inventer des réponses et compenser les difficultés de la personne. Patrice Tillet. Je vais faire très vite. Comme un slogan, mobilisons-nous ensemble. Donc ça veut dire effectivement une campagne nationale, comme vous l'indiquez. Je pense que ça peut faire révéler à tout le monde la nécessité de se poser ces questions et d'apporter des réponses concrètes. Et puis quand on en parle autour de nous, on voit qu'on est quand même très très nombreux à avoir été ou être soi-même dans une situation familiale ou amicale où on a rencontré ces situations-là. Donc on n'est pas en train de parler de quelque chose qui est très marginal. On parle de quelque chose qui est concret et qui impacte nos vies, ça c'est important. Et puis pour Action Logement, bien entendu, une mobilisation dans le cadre de sa démarche RSE, je pense, qui devrait être développée en fin d'année. Je pense des engagements sur ce sujet-là. En tout cas, j'en ferai état à Nadia Bouillet et avec des propositions qui seront nées des territoires et des associations et des partenaires que nous avons, qui sont des parties prenantes importantes de nos réflexions. Très bien. Moi, ce que je pourrais dire, c'est qu'on réussira ensemble l'inclusion que si on propose une diversification de solutions, que ça soit dans l'habitat, dans l'emploi, en fonction des parcours de vie des personnes et des singularités des personnes. Moi, je rejoins ce que vous disiez à l'instant, il faut donner une impulsion beaucoup plus forte. Sur ce sujet-là, il faut communiquer plus, il faut expliquer tout cela. Et puis, nous, en tant que constructeurs, j'ai envie de dire, on n'est pas que ICAD, il y a aussi d'autres promoteurs immobiliers. Ce qu'on souhaite, c'est mettre tout simplement notre savoir-faire de conception-réalisation du logement, puisque on n'oublie pas qu'on construit la ville de demain. Et la ville de demain, eh bien, elle est intégrée et mixte. Merci beaucoup. J'ai noté vos mots-clés, projet sur mesure, construction de projets avec le tissu associatif, responsabilité sociétale des entreprises ou des organisations, enjeu sociétal, grande campagne de communication,
volonté politique, ceux-ci sont les mots-clés et peut-être les solutions pour faire avancer la question de l'habitat inclusif. Merci pour cet échange, merci pour votre présence à l'occasion de cette table ronde et rendez-vous demain pour la 3e table ronde qui sera consacrée à l'accès à la vie de la cité. Merci.